On dit souvent qu'il est facile de voir clair après coup. J'aurais dû le remarquer quand mon fils de 8 ans m'a demandé au petit déjeuner, « Papa, est-ce que je dois te raconter pour hier soir ?» J'aurais dû voir le visage de ma femme devenir livide et la panique dans ses yeux. Mais je lui faisais confiance. 15 ans de mariage, et je pensais la connaître. Je me trompais. Je faisais fausse route. Je m'appelle Gérard Morel. J'ai 62 ans. Je dirige l'usine de textile de la Vallée depuis 18 ans. Un travail honnête, exigeant. J'ai épousé Clarisse il y a 15 ans, j'en avais 47 et elle 32. Les gens jasaient sur notre différence d'âge, mais nous n'en avions cure. Nous avons eu Hugo il y a 8 ans, et ce petit garçon est devenu tout mon univers. Ce mardi matin-là avait commencé normalement. J'étais debout à 5h30, le café passait pendant que je vérifiais mes mets, les chiffres de production et les problèmes de maintenance dans l'atelier 3, la routine habituelle. Clarisse est descendue vers 6h45, déjà en tenue de Pilate. Elle donnait des cours 3 matins par semaine au centre social du quartier, ou du moins, c'est ce qu'elle prétendait. Je préparais des œufs brouillés pendant qu'Hugo jouait avec ses Legos sur la table de la cuisine. La lumière du matin traversait la fenêtre que j'avais fait changer au printemps dernier. Clarisse s'est servi un café, les yeux rivés sur son téléphone, sans me regarder. Le directeur régional passe aujourd'hui, ai-je dit en faisant glisser les œufs dans les assiettes, je ne serai probablement pas rentré avant 19h. Elle a répondu d'un simple « d'accord », sans lever les yeux de son écran. Hugo a poussé ses Legos de côté quand j'ai posé son assiette. C'était un bon gamin, toujours poli. Il a commencé à manger, puis s'est arrêté, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Il a regardé sa mère avec ses grands yeux bruns. « Maman » a-t-il dit d'une voix petite et hésitante, « est-ce que je dois dire à papa pour hier soir ?» Le silence est devenu pesant dans la cuisine. Je suis resté figé devant la cuisinière, spatule en main, observant le visage de ma femme passer par toutes les émotions, la peur, la colère, le calcul. Elle a forcé un rire qui sonnait faux. « Hugo, mon chéri, on en a déjà parlé » a-t-elle dit, la voix tendue, « tu te souviens, ce n'était qu'un jeu. » Mais tu as dit, le ton de Clarisse s'est durci, « Hugo, mange ton petit déjeuner. » J'ai posé la spatule avec précaution. « Qu'est-ce qui s'est passé hier soir ?» « Rien du tout » a répliqué Clarisse trop vite. Beaucoup trop vite. Il parle d'un dessin animé, n'est-ce pas Hugo? Notre fils nous regardait tour à tour, la confusion et la peur se lisant sur son visage. Il avait 8 ans, il ne devrait pas ressentir cela au petit déjeuner. Hugo, ai-je dit doucement, qu'est-ce que tu voulais me dire, mon grand? Ne l'interroge pas, Gérard. Clarisse s'est levée brusquement, sa chaise grinçant sur le carrelage. C'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il dit. Je n'interroge personne, je pose une question à mon fils. Il n'y a rien à demander. Sa voix a monté d'un ton. Tu fais toujours ça, tu cherches toujours des problèmes, tu es toujours suspicieux. Toujours. Je suis suspicieux. Les mots sont sortis de ma bouche comme des pierres. Notre fils demande s'il doit me raconter quelque chose sur hier soir et tu le fais taire. Tu ne penses pas que ça mérite une explication? Elle a attrapé son tapis de sol et son sac à main. Je ne vais pas subir ça maintenant, j'ai un cours à donner. La porte d'entrée a claqué si fort que les vitres ont tremblé. Je l'ai regardé faire marche arrière avec sa voiture beaucoup trop vite, les pneus crissant sur le bitume. Hugo pleurait silencieusement. Je me suis assis à côté de lui et je l'ai pris contre moi. Et, tout va bien, bonhomme. Tu n'as rien fait de mal. Maman est en colère contre moi, a-t-il murmuré. Non, elle n'est pas en colère contre toi. J'ai bercé mon fils pendant que ses œufs refroidissaient, essayant de ne pas penser au regard de Clarisse, ni au fait qu'elle était partie sans nous embrasser. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Pas une seule seconde durant cette très longue journée. Au travail, j'étais incapable de me concentrer. Le directeur régional a parcouru l'atelier 3 en me posant des questions sur les indicateurs d'efficacité, et je lui répondais en mode automatique. Mon esprit était resté dans cette cuisine, revoyant le visage effrayé d'Hugo et entendant les 2 démentis précipités de Clarisse. Pendant la pause déjeuner, je l'ai appelé, je suis tombé directement sur sa messagerie. J'ai réessayé 1 heure plus tard. Même chose. À 15h, j'appelais toutes les 15 minutes. Rien.
Elle a finalement décroché à 16h30. Quoi, Gérard? Sa voix était brève, agacée. Nous devons parler de ce matin. Il n'y a rien à dire, je te l'ai déjà dit. Je me suis adossé à mon fauteuil en me frottant les yeux. Clarisse, notre fils avait peur. Tu es parti sans rien expliquer. Tu ne peux pas simplement faire semblant. Je ne fais pas semblant, m'a-t-elle coupé. C'est toi qui en fais une montagne pour rien. Hugo a fait un mauvais rêve, je l'ai consolé. Fin de l'histoire. Alors pourquoi a-t-il demandé s'il devait m'en parler? Un silence s'est installé au bout du fil. Je n'en sais rien, Gérard. Peut-être parce que tu es toujours si intense. Peut-être qu'il pensait que tu allais surréagir, ce que tu es d'ailleurs en train de faire. Ces mots m'ont piqué plus qu'ils ne l'auraient dû. J'essaie juste de comprendre ce qui se passe dans ma propre maison. Il ne se passe rien. Mon Dieu, tu es épuisant parfois. J'entendais des bruits de circulation derrière elle. Écoute, je suis aux courses là. On en reparle plus tard. Quelle course? Je croyais que tu avais ton cours de pilates ce matin et que tu rentrais ensuite. Une autre pause, plus longue cette fois. J'avais des courses à faire. C'est bon pour toi? Ou est-ce que je dois demander une permission de sortie maintenant? Ce n'est pas ce que je dis. Je dois y aller. Je serai là à 18h. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté là, fixant mon téléphone. Quelque chose ne tournait pas rond. Cette défensive, cette colère soudaine, cette façon de tout retourner contre moi pour me faire passer pour un fou alors que je posais des questions basiques. Ma première femme, Angélique, était morte dans un accident de voiture il y a 12 ans, percutée à un carrefour par un chauffard ivre qui avait brûlé un feu rouge. J'avais travaillé tard ce soir-là, je lui avais dit que je ramènerais le dîner. Si j'étais parti à l'heure, si j'avais conduit à sa place, elle serait peut-être encore en vie. J'ai porté cette culpabilité pendant des années. Clarisse le savait. Elle savait à quel point je m'en voulais de ne pas avoir été là. Était-elle en train d'utiliser cela contre moi? Pour me faire douter de mon propre instinct? Je suis parti du bureau à 17h, conduisant avec les mains crispées sur le volant. La voiture de Clarisse était dans l'allée quand je suis arrivé. À travers la fenêtre de la cuisine, je la voyais s'affairer à préparer le dîner comme si de rien n'était. Hugo était dans le salon, construisant un château fort en Lego. Je me suis assis à côté de lui. « Salut bonhomme, comment c'était l'école? » « Bien, » a-t-il dit doucement sans lever les yeux de ses briques. « Tu veux m'en parler? » Il a haussé les épaules. On a appris les fractions. J'ai attendu, lui laissant de l'espace. Finalement, il m'a regardé. « Papa, est-ce que je vais être puni pour ce que j'ai dit au petit déjeuner? » Mon cœur s'est serré. « Non, fils. On n'est jamais puni pour dire la vérité. Maman a dit que je ne devais plus parler d'hier soir. Elle a dit que ça allait te rendre triste. » Avant que je puisse répondre, Clarisse est apparue à la porte. « Le dîner est prêt », a-t-elle annoncé avec un sourire éclatant et factice. « Venez tous les deux. J'ai fait ton plat préféré, Gérard, un rôti de bœuf. » Elle s'est éloignée, me laissant là avec notre fils et 1000 questions sans réponse. Quelque chose n'allait vraiment pas, et j'allais découvrir quoi. Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. Clarisse dormait à mes côtés, sa respiration profonde et régulière, pendant que je fixais le plafond en comptant les heures. Vers 2h du matin, je me suis levé pour boire un verre d'eau. En passant par la cuisine, j'ai vu son sac à main sur le plan de travail. Elle ne laissait jamais son sac traîner. Jamais. Je suis resté là, dans l'obscurité, sachant que je ne devais pas fouiller, mais incapable de m'arrêter. Ma main a glissé à l'intérieur. Le portefeuille, les clés, un rouge à lèvres puis je l'ai vu. Un second téléphone, un vieux smartphone Android bon marché avec une coque rose, caché dans une poche latérale. Mes mains se sont mises à trembler. Je l'ai sorti et j'ai appuyé sur le bouton d'allumage. L'écran s'est illuminé de notifications, des messages, des dizaines, tous provenant d'un contact enregistré sous le nom de « M ». J'ai ouvert la discussion. « J'ai hâte de te voir demain. » Lieu habituel. Tu me manques déjà. Hier soir était incroyable. Quand est-ce que tu vas lui dire?
Ma vue s'est brouillée. J'ai fait défiler l'historique. Des semaines de messages, des mois peut-être des rendez-vous prévus, des photos que je n'ai pas eu le courage de regarder de près. Des références à Hugo, à moi, à notre vie commune, comme si tout cela n'était qu'un obstacle à contourner. J'ai remis le téléphone exactement où je l'avais trouvé. Je suis allé dans la salle de bain, je me suis aspergé le visage d'eau froide et je me suis regardé dans le miroir. 62 ans, les cheveux gris, des rides au coin des yeux. Quand étais-je devenu si facile à tromper? Le lendemain matin, je n'ai rien dit. J'ai regardé Clarisse préparer le café, embrasser Hugo sur le front et vérifier discrètement ce second téléphone quand elle pensait que je ne regardais pas. Elle est partie pour son Pilate à 8h30. Je me suis porté pâle au travail pour la première fois en 3 ans. Puis j'ai appelé mon jeune frère, Damien. Nous ne nous étions pas parlé depuis presque 2 ans, depuis l'enterrement de notre mère où nous nous étions disputés au sujet de l'héritage. Il m'avait accusé d'avoir manipulé le testament. Des mots qui m'avaient blessé profondément. Mais il était clerc de notaire aujourd'hui et travaillait pour un cabinet spécialisé dans les divorces. S'il y avait quelqu'un qui pouvait m'aider, c'était lui. Gérard? Il avait l'air surpris en décrochant. Tout va bien? Non, ai-je dit. Non, ça ne va pas du tout. J'ai besoin de ton aide, Damien. Je pense que Clarisse me trompe. Un silence au bout du fil, puis, raconte-moi tout. Ce que j'ai fait. Le téléphone, les messages, la question d'Hugo au petit déjeuner. Tout. Quand j'ai eu fini, Damien est resté silencieux un long moment. J'arrive, a-t-il fini par dire. Et Gérard, je suis désolé pour ce que j'ai dit à l'enterrement de maman. J'étais ivre, j'avais du chagrin et je m'en suis pris à toi. Tu ne méritais pas ça. Ma gorge s'est serrée. C'est de l'histoire ancienne. Non, ça ne l'est pas. Mais on réglera ça plus tard. Pour l'instant, on doit te protéger, toi et Hugo. Ne l'affronte pas encore. Ne lui montre rien. On a besoin de preuves, de documentation, de tout. J'ai déjà une longueur d'avance, ai-je dit. Je prends des photos de ce téléphone ce soir. C'est bien, mon frère. Je serai là dans 2 heures. Après avoir raccroché, je suis allé à l'école d'Hugo, je l'ai récupéré plus tôt en disant à la secrétaire qu'il s'agissait d'une affaire de famille. Madame Petit, son institutrice, m'a rattrapé dans le couloir. Monsieur Morel, est-ce que tout va bien? Hugo est très renfermé ces derniers temps. Est-ce qu'il vous a dit quelque chose sur ce qui se passe à la maison? Elle a hésité. Il a fait un dessin en classe hier. Une maison avec des murs très épais et un personnage qu'il a appelé l'homme secret. J'allais justement vous appeler. Mon estomac s'est noué. Est-ce que je peux le voir? Elle l'a rapporté de sa classe. C'était notre maison, dessinée au crayon de couleur. Hugo se tenait dehors, et une silhouette sombre apparaissait à la fenêtre. Merci, ai-je réussi à dire. Je vais m'en occuper. J'ai ramené Hugo à la maison, je l'ai laissé regarder des dessins animés pendant que je faisais les 100 pas. Damien est arrivé à midi, il m'a regardé une seconde et m'a pris dans ses bras. On va arranger ça, a-t-il promis. Damien a étalé des dossiers sur la table de la salle à manger comme un général préparant une campagne. Il était accompagné d'une experte comptable nommée Madame Lefebvre, une femme d'une 60aine d'années au regard acéré qui ressemblait à une grand-mère tranquille mais parlait comme un procureur. Priorité numéro 1, a dit Damien, on documente tout. Ce téléphone, les comptes bancaires, son emploi du temps, tout. Madame Lefebvre va examiner vos finances. Qu'est-ce que je cherche, ai-je demandé. Elle a sorti son ordinateur portable. Des retraits inhabituels, de nouveaux comptes, des cartes de crédit dont vous ignorez l'existence. Si elle a une liaison, elle dépense de l'argent quelque part. Je lui ai donné accès à nos relevés bancaires. En moins de 30 minutes, son expression a changé. Monsieur Morel, vous souvenez-vous avoir contracté un prêt hypothécaire en mars dernier? Mon sang n'a fait qu'un tour. Non. Il y en a pourtant un ici. 50 000 €. Ouvert le 15 mars. Elle a tourné l'écran vers moi. C'est votre signature. J'ai fixé le document. Cela ressemblait trait pour trait à ma signature. Ma façon de signer mais le 15 mars, c'était le jour de l'enterrement de ma mère.
J'étais à Lille, ai-je dit lentement. Damien, tu y étais aussi. Mon frère s'est penché pour regarder. Son visage s'est durci. Elle a imité ta signature. C'est un faux en écriture, a dit doucement Madame Lefebvre. C'est une fraude pénale. Où est allé l'argent? Elle a ouvert d'autres documents. Mes poings se sont serrés quand j'ai vu le nom du conjoint, Clarisse Morel et Mathieu Chevalier. Qui est Mathieu Chevalier? A demandé Damien. J'ai sorti mon téléphone et fait une recherche rapide. Son profil sur les réseaux sociaux est apparu immédiatement. 36 ans, propriétaire d'une salle de CrossFit à l'autre bout de la ville. Un profil rempli de photos torse nu et de citations inspirantes sur « Vivre sa meilleure vie ». Voilà où sont passés mes 50 000 euros, ai-je dit d'une voix atone. Pour financer l'entreprise foireuse de son amant. Madame Lefebvre a continué de creuser. Il y a plus. Des retraits d'espèces, des hôtels, des restaurants, ils ont dépensé 43 000 euros en 8 mois. Je me suis levé, je suis allé à la fenêtre pour essayer de respirer. Les économies pour les études de mon fils envolées. L'argent pour lequel j'avais fait tant d'heures supplémentaires volées. Gérard, a dit Damien prudemment, on la tient. Faux, usage de faux, détournement, fraude. On ne parle plus seulement de divorce, là. C'est du pénal. Tant mieux, ai-je répondu, et je le pensais vraiment. On fait quoi maintenant? On fait évaluer Hugo par une psychologue pour enfants. On documente l'impact émotionnel. On photographie ce téléphone. On découvre tout ce qu'on peut sur Mathieu Chevalier. Et ensuite, l'expression de Damien était implacable. Ensuite, on l'écrase au tribunal. Madame Lefebvre tapait toujours sur son clavier. Monsieur Morel, il y a autre chose. Elle a un autre compte. Aux îles Caïmans. Combien? 15 000 euros pour l'instant. Et il y a des réservations d'avion. 2 billets pour les Seychelles. Départ dans 3 semaines. Damien et moi nous sommes regardés. Elle allait s'enfuir, ai-je dit. Prendre l'argent et disparaître. Et Hugo, a demandé Damien. Je ne pense pas qu'il faisait partie du plan. Le silence est retombé sur la pièce. La femme que j'avais aimée pendant 15 ans, en qui j'avais toute confiance, était une parfaite étrangère. Au travail, ai-je dit. Je veux que tout soit documenté. Chaque mensonge, chaque euro, chaque message. Quand on aura fini, elle ne saura même pas ce qui lui arrive. J'ai emmené Hugo voir le docteur Sandrine Martin le lendemain après-midi sur recommandation de Damien. Son cabinet était chaleureux, rempli de jouets et de livres. Monsieur Morel, je vais d'abord parler seul avec Hugo, a dit le docteur Martin. Ensuite, nous discuterons. Je suis resté dans la salle d'attente pendant 45 minutes, les yeux fixés sur l'horloge. Chaque minute semblait une éternité. Enfin, la porte s'est ouverte. Hugo est sorti et s'est dirigé directement vers le coin des jouets sans me regarder. Le docteur m'a fait signe d'entrer. Votre fils porte une anxiété considérable, a-t-elle commencé en fermant la porte. On l'a mis dans une position où il doit garder des secrets d'adulte. C'est une forme de manipulation émotionnelle, monsieur Morel. C'est destructeur. Elle m'a montré les dessins qu'Hugo avait faits. Des maisons aux murs épais. Un personnage nommé, Papa, qui restait dehors. Un autre personnage, moi, à l'intérieur avec des barreaux aux fenêtres et une silhouette d'ombre qu'il avait marquée d'un « M ». Qui est M, ai-je demandé, même si je le savais. Il n'a pas voulu le dire, mais il a dessiné ceci. Elle m'a montré une autre image. Une voiture avec une femme à l'intérieur, entourée de gribouillis rouges. Il a dit, c'est ce qui arrive quand les gens n'écoutent pas. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'il a peur de ce qui pourrait arriver. Monsieur Morel, cet enfant a besoin de stabilité. Il a besoin de savoir qu'au moins un de ses parents est un refuge sûr. Que recommandez-vous? La garde exclusive pour vous. Des visites médiatisées pour la mère jusqu'à ce qu'elle suive une thérapie. Hugo doit être protégé de ce qui se passe chez vous. Je suis reparti avec un rapport formel en main. Une preuve légale de ce que Clarisse avait fait subir à notre fils. Damien m'attendait dans ma voiture. En voyant mon visage, il a demandé, c'est si grave? Pire que prévu. Je lui ai tendu le rapport.
Elle s'est servie de lui pour garder ses secrets. Il est terrifié. La mâchoire de mon frère s'est contractée. On l'a. Entre ça et la fraude financière, elle n'approchera jamais de la garde. Ce soir-là, Clarisse est rentrée tard, vers 22h30. Elle sentait un parfum d'homme coûteux qui n'était pas le mien. « Tu étais où ?» ai-je demandé depuis le canapé. Mon club de lecture a duré plus longtemps que prévu. Elle ne m'a même pas regardé, se dirigeant vers l'escalier. Il n'y a pas de club de lecture. Elle s'est figée, s'est retournée lentement. Pardon ? J'ai vérifié. Le centre social n'a pas organisé de club de lecture depuis 3 mois. L'organisatrice a été opérée. Son visage est passé par une multitude d'émotions. Tu m'espionnes maintenant ? J'essaie de comprendre pourquoi ma femme me ment. Je ne vais pas subir ça, Gérard. Elle a recommencé à monter. Je suis fatigué. Je sais pour Mathieu. Elle s'est arrêtée net, sans se retourner, la main sur la rampe. Je sais pour l'argent, la signature imitée, le compte offshore, tout. Quand elle m'a fait face, son regard était froid, dur, n'ayant plus rien de la femme que j'avais épousée. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire ? A-t-elle demandé. Tu as 62 ans, Gérard. Qui va te croire, toi plutôt que moi ? Qui prendra ton parti quand je leur dirai à quel point tu es possessif ? Comment tu as manipulé une femme plus jeune pour l'épouser ? Comment tu utilises ton âge et ton argent pour me garder prisonnière ? J'ai des preuves. Elle a ri. Un rire glacial. Des preuves de quoi ? Que j'ai ouvert un compte joint. Que j'ai un ami ? Tu ne peux rien prouver. On verra ce qu'en pense un juge. Fais ce que tu veux. Elle est descendue de 2 marches pour s'approcher. Mais n'oublie pas que je sais des choses aussi. Sur l'accident d'Angélique. Sur la façon dont tu te culpabilises. Sur tes cauchemars. Je te ferai passer pour quelqu'un d'instable, Gérard. Je m'assurerai que tout le monde sache que tu n'es qu'un vieil homme paranoïaque qui ne pouvait pas satisfaire sa femme. Elle est montée à l'étage. J'ai entendu la porte de la chambre d'amis se verrouiller. Je suis resté assis là, dans le noir, les mains tremblantes de rage. Mais je n'ai pas bougé. Je ne l'ai pas poursuivi parce que les mots de Damien résonnaient dans ma tête, les gens désespérés font des erreurs. Laisse-la se sentir en confiance. Laisse-la croire qu'elle gagne. Le piège était déjà en place. 3 jours plus tard, j'ai organisé une réunion chez moi. J'ai dit à Clarisse que son avocat devait être présent pour discuter des termes de la séparation. Elle a accepté, pensant probablement qu'elle avait le dessus. Damien est venu tôt pour m'aider à tout préparer. Madame Lefebvre a étalé ses dossiers sur la table de la salle à manger, cette même table où nous avions partagé nos repas de famille pendant 15 ans, là où Hugo faisait ses devoirs, là où Clarisse m'avait souri en me mentant en plein visage. Mathieu est arrivé le premier. Il ne voulait pas être là, cela se voyait à sa posture. Il jetait des regards vers la porte comme s'il voulait s'enfuir. Son avocat était jeune, costume de luxe et cheveux gominés. Clarisse est arrivée ensuite avec son propre avocat. Elle était parfaite, coiffure et maquillage impeccable, une robe modeste, une petite croix autour du cou. Jouant la victime avant même que quiconque ne parle. Nous nous sommes tous assis. Ma table, ma maison, mes conditions. L'avocat de Clarisse a commencé, ma cliente est ici de bonne foi pour discuter d'une séparation à l'amiable, votre cliente a imité ma signature, ai-je dit en le coupant. Madame Lefebvre s'est levée et a posé le premier document, prêt hypothécaire, notarié le 15 mars. Signature de Monsieur Morel. Puis un autre document, acte de décès de la mère de Monsieur Morel, 14 mars. Et enfin un billet de train, Monsieur Morel était à Lille quand ce document a soi-disant été signé. Nous avons des témoins, des photos de l'enterrement. Le visage de l'avocat a changé de couleur. Il s'est tourné vers Clarisse, vous étiez au courant. Elle n'a pas répondu. Madame Lefebvre a continué, compte joint Clarisse Morel et Mathieu Chevalier. 50 000 € déposés, 43 000 retirés. Hôtel, restaurant, cash et ceci. Elle a affiché une photo sur son ordinateur. Un bateau acheté par Mathieu Chevalier. Acompte de 30 000 €. L'avocat de Mathieu s'est pris la tête dans les mains. Il y a plus, a ajouté Damien en sortant le rapport du docteur Martin.
Évaluation psychologique d'Hugo Morel. L'enfant a été manipulé émotionnellement, forcé de garder des secrets d'adultes, présente des signes d'anxiété et de traumatisme. Il a étalé les dessins d'Hugo. Votre cliente a volé son mari et endommagé psychologiquement son enfant, a déclaré Damien. Ce n'est plus une affaire de divorce, c'est une affaire criminelle. C'est insensé, a crié Clarisse. Gérard déforme tout. Il est manipulateur. Alors expliquez le compte offshore, a interrompu Madame Lefebvre. Il Caïman, 15 000 €. Et les billets d'avion pour les Seychelles. 2 adultes, pas d'enfants. Départ dans 10 jours. Le silence est devenu total. Mathieu s'est levé brusquement. J'arrête là. C'est ton problème, Clarisse. Tu avais dit qu'il était blindé de fric, qu'on allait tout lui prendre. C'est toi qui as tout manigancé. Rasseyez-vous, a aboyé son avocat. Non. Elle a imité sa signature. Je l'ai vue s'entraîner. Elle avait des modèles de son écriture, elle a pratiqué pendant des semaines. Je lui ai dit que c'était mal, mais elle m'a dit, tais-toi, a hurlé Clarisse. Monsieur Chevalier, a dit calmement Damien, continuez de parler. Mathieu m'a regardé, elle disait que vous étiez vieux et stupide. Que vous ne vous défendriez jamais. Qu'on prendrait l'argent et qu'on disparaîtrait. Le bateau devait être notre nouveau départ là-bas. Clarisse tremblait de rage. Lâche. Ça lâche. Vaut mieux être un lâche que de risquer la prison pour fraude fédérale. Damien s'est penché en avant, voici nos conditions. Garde exclusive pour Gérard. Vous remboursez chaque centime, les 43 000 €. Trouvez-les, empruntez-les, vendez tout ce que vous possédez, ou nous portons plainte. Détournement de fonds, fraude aggravée. C'est 10 ans minimum. L'avocat de Clarisse lui a chuchoté longuement à l'oreille. Son visage s'est effondré. Je n'ai pas autant d'argent, a-t-elle fini par dire. Débrouillez-vous. Vous avez 72 heures. Mathieu se dirigeait déjà vers la porte, suivi de son avocat. Clarisse m'a regardé une dernière fois. Gérard, je t'en prie, tu as volé notre fils. Tu l'as fait vivre dans la peur dans sa propre maison. Tu as usurpé mon nom et tu comptais l'abandonner. Je me suis levé. Sors de chez moi. Tu as 3 jours. Elle est partie, son avocat sur ses talons. Quand ils furent sortis, Damien a posé une main sur mon épaule. Tu as été courageux, mon frère. J'ai regardé les papiers éparpillés sur ma table. 15 ans de mariage réduits à des preuves de fraude. Oui, ai-je dit. Maintenant, assurons-nous qu'elle ne fasse plus jamais de mal à Hugo. 2 jours après la réunion, une voiture s'est garée dans mon allée. C'était Éléonore, la mère de Clarisse. 70 ans, élégante, une volonté de faire. Je l'avais toujours respectée, je l'appréciais même. Elle avait élevé Clarisse seule après le départ de son mari quand Clarisse avait 12 ans. J'ai ouvert la porte. Éléonore se tenait là, serrant son sac à main, le visage marqué. Gérard, je peux entrer? Bien sûr. Nous nous sommes assis au salon. Elle a refusé le café. Elle se tenait droite, les mains jointes. Clarisse m'a appelé hier, a-t-elle commencé doucement. Elle m'a dit que tu essayais de la détruire, que tu avais fabriqué des preuves, que tu utilisais ton argent pour lui enlever Hugo. J'ai attendu, sans chercher à me défendre. Alors j'ai appelé mon comptable pour vérifier quelque chose. Elle a sorti des papiers de son sac. Elle m'a emprunté 30 000 € sur mon assurance vie il y a 6 mois. Elle disait que c'était pour les études d'Hugo. Je l'ai cru. Ce n'était pas pour Hugo. Non, c'était pour cet homme. Ce Mathieu. Ses mains tremblaient légèrement. J'ai parlé à Damien ce matin. Il m'a tout montré. La fausse signature, le rapport sur Hugo, le compte offshore. Elle m'a regardé, les yeux humides. Je l'ai mieux élevé que ça. Je lui ai appris l'intégrité, l'honnêteté. Où ai-je échoué? Vous n'avez pas échoué, Éléonore. Elle a fait ses propres choix. Je suis venu m'excuser, sa voix s'est brisée, pour ce que ma fille vous a fait, à toi et à Hugo. Et pour te dire que je témoignerai pour toi. Quoi que tu aies besoin de moi, je le ferai. Éléonore, vous n'êtes pas obligée. Si,
je le dois. Cet enfant est mon petit-fils, et il a besoin d'être protégé, même si c'est contre sa propre mère. Elle s'est levée et a repris contenance. Je l'appelle aussi dès que je sors. Elle doit me rendre les 30 000 euros. Je ne financerai pas la destruction de cette famille. Après son départ, je suis resté stupéfait. Même la propre mère de Clarisse s'était retournée contre elle. Damien m'a appelé 1 heure plus tard. Éléonore est passée? Oui, elle va témoigner. Il y a plus. La salle de sport de Mathieu étant saisie. Il s'avère qu'il doit de l'argent à une douzaine de clients pour des forfaits qu'il n'a jamais honorés. Il porte plainte. Quand il réalisera qu'il risque la prison sur plusieurs fronts, il va charger Clarisse complètement. Combien de temps? Quelques jours, peut-être quelques heures. C'est un lâche, Gérard. Il va se sauver lui-même en priorité. Ce soir-là, Clarisse est venue à la maison. Elle n'a pas frappé, elle a utilisé sa clé. J'étais dans la cuisine avec Hugo pour ses devoirs. On doit parler, a-t-elle dit, les yeux rougis. Hugo, va en haut, mon grand. Mais papa, mes maths, je t'aiderai à finir dans 1 minute. Vas-y. Il est monté, jetant un regard inquiet derrière lui. Clarisse s'est assise à table. Ma mère m'a appelé. Elle est de ton côté. Je sais. L'avocat de Mathieu l'a lâché. Il dit qu'il ne veut plus le représenter. Je sais ça aussi. Elle m'a regardé, m'a vraiment regardé. Comment en est-on arrivé là, Gérard? Tu as fait un faux en écriture, volé 50 000 euros, une liaison est prévue d'abandonner notre fils, ai-je répondu d'une voix calme. C'est toi qui as fait ça. J'ai fait des erreurs. Des erreurs? Je me suis penché vers elle. Tu as détruit notre famille pour un type de 36 ans avec une salle de sport en faillite. Tu as traumatisé ton fils. Ce ne sont pas des erreurs, ce sont des choix. Elle a commencé à pleurer, de vraies larmes cette fois. Je rendrai tout, je le promets. S'il te plaît, ne m'enlève pas Hugo. Tu t'es enlevé toi-même de la vie d'Hugo le jour où tu l'as forcé à porter tes secrets. Je me suis levé. Tu as 24 heures pour accepter nos conditions. Après quoi, nous déposons plainte au pénal. Elle est partie sans un mot. À l'étage, Hugo était assis sur son lit, serrant son ours en peluche. Est-ce que maman s'en va? A-t-il demandé. Oui, bonhomme. Mais toi, tu restes avec moi. Tu es en sécurité. Il m'a serré fort contre lui. Tant mieux. Je me sens en sécurité avec toi, papa. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Le lendemain après-midi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Une voix de femme, jeune, effrayée. C'est bien Monsieur Morel? Oui, qui est à l'appareil? Je m'appelle Amélie. J'ai 23 ans et je suis enceinte de Mathieu Chevalier. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Continuez. Je ne savais pas pour votre femme, pour rien du tout. Mathieu m'a dit qu'il était célibataire, qu'il m'aimait. Puis hier, son avocat m'a appelé pour me dire que je pourrais être cité comme témoin. Sa voix tremblait. Je suis allé à la salle pour l'affronter. Il a tout avoué. Il a dit que votre femme lui avait promis de l'argent pour prendre un nouveau départ, qu'ils allaient partir ensemble. Il a dit autre chose? Il m'a montré des SMS. Des plans qu'elle avait faits. Il a dit que s'il tombait, elle tomberait avec lui. Monsieur Morel, je suis tellement désolé, je ne savais pas. Ce n'est pas votre faute, Amélie. Mais j'ai besoin de vous. Est-ce que vous accepteriez de témoigner de ce que Mathieu vous a dit? Un silence, puis, oui. Il s'est servi de moi. Il a joué avec mes sentiments. Je dirai la vérité. J'ai immédiatement appelé Damien. On a un autre témoin. La petite amie enceinte de Mathieu. Elle va témoigner. Ça boucle le dossier. Clarisse est finie. Ce soir-là, Mathieu m'a appelé directement. On doit parler, a-t-il dit, sans aucune arrogance, juste de la peur. Je t'écoute. Je témoignerai contre Clarisse. Tout ce qu'elle a prévu, tout ce qu'elle a fait. Je vous donnerai tous les SMS, les mails, tout. Mais vous devez dire au procureur que je coopère. Pourquoi je ferais ça?
Parce que j'ai la preuve qu'elle comptait vous piéger. Faire croire que vous étiez violent. Elle avait des enregistrements de vos disputes, montés pour vous faire passer pour menaçant. Elle allait s'en servir pour obtenir la garde exclusive et disparaître avec Hugo. Mon sang s'est glacé. Elle allait m'enlever mon fils, jusqu'à ce que je lui dise que c'était trop risqué. C'est là qu'on a changé pour le plan des Seychelles. Il a marqué une pause. Écoutez, je suis un raté, je le sais. Mais je ne suis pas un monstre. Ce gamin ne mérite pas ce qu'elle prévoyait. Envoyez-moi tout ce soir. C'est déjà fait. Regardez vos mails. J'ai raccroché et ouvert mon ordinateur. Il y avait des centaines de messages, des fichiers audio, des photos, une preuve accablante des plans de Clarisse pour me détruire et s'emparer d'Hugo. Damien est venu dans l'heure. Nous avons tout passé en revue. C'est plus grave qu'on ne le pensait, a-t-il dit. Elle ne se contentait pas de voler de l'argent, elle voulait briser ta réputation et t'enlever ton fils à jamais. Si Mathieu n'avait pas pris peur, je préférais ne pas y penser. Le lendemain matin, l'avocat de Clarisse a appelé. Ma cliente accepte vos conditions. Garde exclusive pour vous, visite médiatisée, remboursement intégral des fonds. Elle emprunte à sa famille pour le premier versement et accepte le suivi psychologique. Elle a tout signé. Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon bureau à l'usine, regardant les ateliers. 200 personnes travaillaient là, dépendant de cet endroit pour vivre. J'avais maintenu cette usine à flot à travers les crises, les problèmes d'approvisionnement, les conflits sociaux. Je n'avais jamais reculé devant un défi, et je ne reculais pas maintenant. L'après-midi même, je suis allé chercher Hugo à l'école. Madame Petit m'a arrêté. Monsieur Morel, je voulais vous dire Hugo est différent cette semaine. Plus joyeux, plus présent. Quoi que vous fassiez, ça marche. Merci. Ça compte énormément pour moi. Dans la voiture, Hugo fredonnait en jouant avec sa figurine. Papa? Oui bonhomme? Quand maman viendra me voir, est-ce que tu seras là? Chaque fois. Je te le promets. Super. Il s'est remis à jouer. Je t'aime, papa. Moi aussi je t'aime, fils. Nous sommes rentrés sous la lumière du soir, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti que je pouvais enfin respirer. 4 mois ont passé. Hugo s'est épanoui. Ses cauchemars ont cessé. Ses dessins sont passés des maisons sombres à des ciels radieux et des bonshommes qui sourient. Le docteur Martin a dit qu'il guérissait plus vite que prévu. Les visites surveillées de Clarisse avaient lieu un samedi sur 2, pendant 4 heures, dans un centre de médiation familiale en présence d'une assistante sociale. Hugo y allait volontiers, mais semblait toujours soulagé de rentrer à la maison. Damien s'est installé dans ma maison d'amis, il disait que c'était pour m'aider, mais je pense qu'il avait simplement besoin de retrouver sa famille. Nous dînions ensemble presque tous les soirs, lui, Hugo et moi. Parfois, Éléonore se joignait à nous. Elle avait coupé tout contact avec Clarisse, disant qu'elle ne pouvait cautionner ce que sa fille avait fait. À l'usine, les chiffres de production étaient excellents. Le directeur régional m'a envoyé une lettre de félicitations. Les gens remarquaient que j'avais changé, que j'étais plus serein. Un de mes chefs d'atelier a même dit que je souriais davantage. La salle de sport de Mathieu a fermé. Il a déclaré faillite et est retourné vivre chez ses parents à l'autre bout du pays. Aux dernières nouvelles, il travaillait sur des chantiers pour éponger ses dettes. Amélie a eu son bébé, une petite fille. Elle m'a envoyé une photo avec un petit mot, « Merci d'avoir dit la vérité ». Éléonore a ouvert un compte d'épargne pour les études d'Hugo avec les 30 000 € que Clarisse lui avait remboursés. Elle disait que c'était l'usage que cet argent aurait dû avoir dès le départ. Un samedi soir, Hugo et moi jouions au basket dans l'allée. Damien est sorti avec des bières pour nous et un jus de fruits pour Hugo. « Papa, l'oncle Damien dit que tu es un héros », a dit Hugo en dribblant. « Je ne suis pas un héros, bonhomme. Juste un papa qui fait son travail. » Protéger sa famille, a ajouté Damien, c'est ce que font les héros. Hugo a marqué un panier et a levé les mains en l'air. « Je veux être comme toi quand je serai grand, papa. » Fort et courageux. Je l'ai pris dans mes bras, sentant ses petits bras entourer ma taille. Oui, nous allions nous en sortir. 7 mois après la fin de toute cette histoire, la vie avait trouvé son rythme. Hugo avait 8 ans,
il excellait à l'école et riait de nouveau. Le poids qu'il portait s'était envolé. Je me tenais sur mon perron un samedi matin, café à la main, regardant le lever du soleil. La camionnette de Damien était garée à côté de la mienne, il était devenu un pilier de la maison. Le frère que j'avais perdu est retrouvé. Un camion de déménagement s'est garé devant la maison d'à côté, resté vide pendant des mois. Une femme est descendue, la trentaine, aidant une adolescente à décharger des cartons. Je me suis approché. Bonjour, je suis Gérard. Bienvenue dans le quartier. Elle a souri, d'un sourire chaleureux et sincère. Kelly. Et voici ma fille, Brianna. On prend un nouveau départ après un divorce. C'est l'endroit idéal pour ça. Vous avez besoin d'aide. Nous avons passé la matinée à porter des meubles. Damien nous a rejoints. Hugo jouait avec le petit frère de Brianna dans le jardin. En fin d'après-midi, Kelly nous avait invités à partager une pizza une fois qu'elle serait installée. Ce soir-là, Hugo construisait des Legos sur la table de la cuisine. Papa? Oui, bonhomme? Est-ce que tu es heureux? J'y ai réfléchi. À tout ce que nous avions perdu et tout ce que nous avions gagné. À Damien qui dormait dans la maison d'amis. À Éléonore qui venait dîner demain. À l'avenir qui s'ouvrait devant nous, incertain mais plein de promesses. Oui, fils. Je le suis. Moi aussi. J'ai regardé par la fenêtre. Kelly était sur son perron et m'a fait un signe de la main. Je lui ai répondu. Hugo s'est remis à ses Legos. Damien est entré depuis le garage et a pris une bière dans le frigo. Tu as bien assuré, Gérard, a-t-il dit doucement. On a bien assuré. Je n'aurais pas survécu à ça sans toi. C'est à ça que sert la famille. Le soleil se couchait sur le quartier, peignant tout d'une couleur dorée. Ma maison, mon fils, mon frère, ma vie. Tout cela avait été durement gagné. Tout cela valait la peine de se battre. J'avais perdu une femme mais j'avais gardé mon intégrité. J'avais perdu un mariage mais j'avais trouvé la vérité. J'avais perdu mes illusions mais j'avais gagné quelque chose de réel. Hugo a ri de quelque chose qu'il venait de construire. Ce son remplissait la cuisine, pur et sans crainte. Ce son était tout pour moi. Ce son était la raison pour laquelle je m'étais battu. Et debout là, dans ma maison avec ma famille, je savais que nous n'allions pas seulement bien aller. Nous allions être formidables.